La vie est apparue sur notre planète sous la forme d'un microbe de moins d'1 millimètre de long. Aujourd'hui, le monde est peuplé de plus de 30 millions d'espèces. Et toutes ont évolué à partir de ce minuscule microbe. Mais il y a bien plus d'espèces qui ont disparu que d'espèces qui ont survécu. L'histoire de la vie sur Terre est avant tout l'histoire de multiples extinctions. Les causes principales de ces disparitions sont les épisodes catastrophiques successifs qu'a traversé la planète. L'impact d'un gigantesque astéroïde a fait totalement disparaître l'eau de sa surface. Les grandes glaciations ont emprisonné toutes les formes de vie dans la glace. Puis, les incessants déplacements des continents ont anéanti les récifs coralliens où elles s'étaient enfin redéveloppées. La violence des forces naturelles a constamment menacé la vie sur Terre. De récentes découvertes nous ont appris qu'après s'être séparés de leurs ancêtres simiens, les hominidés ont eux aussi connu plusieurs phases d'extinction. Il y a 7 millions d'années, les premiers hommes sont apparus en Afrique. Depuis cette époque, une vingtaine d'espèces d'hominidés ont vu le jour, puis ont disparu. C'est au terme de cette évolution que nous, les Homo sapiens, sommes apparus sur cette planète. Une odyssée de 4,6 milliards d'années a mené la vie jusqu'à nous. C'est cet ultime chapitre que nous découvrons aujourd'hui. C'est en Afrique qu'a commencé l'évolution des hommes. Aujourd'hui, il ne reste que quelques petites zones de forêt tropicale primaire au centre du continent. Des chimpanzés les habitent. Ce sont nos plus proches cousins. Ils se nourrissent principalement de fruits. Il y a environ 7 millions d'années, la branche des hominidés s'est séparée de celle des ancêtres des chimpanzés et ils se sont mis à marcher debout. On ne sait toujours pas avec certitude pourquoi ils se sont redressés. Voici nos ancêtres 3 millions d'années après leur séparation de la branche des chimpanzés. On les a appelés australopithèques. Comme ils étaient devenus bipèdes, leur dos était relativement droit. Ils mesuraient 1,40 m, à peu près la taille d'un chimpanzé. Comme eux, ils avaient de longs bras. Ces bras leur permettaient de grimper dans les arbres pour cueillir les fruits dont ils se nourrissaient. Ce qui signifie que les hominidés ont continué à vivre dans les forêts après avoir divergé des ancêtres des chimpanzés. Dès leur apparition, ils ont été confrontés à un grave problème, la raréfaction des fruits qui composaient la base de leur alimentation. La superficie des grandes forêts tropicales qui les produisaient en abondance diminuait sur le continent africain. C'est un événement survenu 4000 km plus à l'est qui avait provoqué ce changement. Voici la chaîne de l'Himalaya, qu'on appelle aussi le toit du monde. C'est le choc de deux continents qui a engendré ce gigantesque massif montagneux au sommet de plus de 8000 mètres. Remontons 200 millions d'années en arrière. L'hémisphère sud était alors occupé par le Gondwana, un supercontinent
qui englobait l'Afrique, l'Inde et l'Antarctique d'aujourd'hui. À un moment donné, le Gondwana s'est fractionné. La partie qui allait devenir l'Inde a commencé à dériver vers le nord. Il y a environ 50 millions d'années, elle est entrée en collision avec l'Asie. L'Himalaya, sans doute la plus grande chaîne montagneuse jamais apparue sur la Terre, est née de cette rencontre. Il y a environ 7 millions d'années, lorsque les hominidés ont fait leur apparition sur la planète, ces sommets dépassaient déjà 5000 mètres, ce qui avait commencé à agir sur le climat global. En été, la chaleur du soleil génère un puissant courant ascendant d'air chaud et sec au-dessus du massif. Cet air sec descend ensuite vers l'Afrique. Avant la formation de l'Himalaya, le climat africain était chaud et humide toute l'année. Mais avec l'apparition en été de ce courant sec, un cycle saisonnier comprenant une saison sèche s'installa sur l'Afrique. Le désert du Sahara commença à s'étendre et les forêts humides perdirent rapidement une grande partie de leur superficie. Il y a environ 2 millions d'années, menacés d'extinction, les hominidés évoluèrent de façon spectaculaire et 2 espèces différentes firent leur apparition. Les preuves de cette coexistence de 2 types distincts d'hominidés ont été découvertes à l'extrémité du continent africain. La savane d'Afrique du Sud est connue pour regorger de fossiles d'hominidés primitifs. Toute une zone a ici été baptisée berceau de l'humanité. Elle est protégée par le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. On trouve ici, en couches successives, des fossiles correspondant aux 4 derniers millions d'années. C'est dans ce sous-sol qu'on a découvert la preuve de la présence simultanée de 2 groupes d'hominidés différents. Nous avons ici des couches remarquables qui se situent entre 1,7 et 1,5 million d'années. Et dans ces couches, on trouve 2 espèces, des paranthropes robustus, des hommes singes, et des premiers hommes qui vivaient ici côte à côte. On a longtemps pensé qu'une seule espèce d'hominidés existait à cette époque. Mais ils s'étaient en fait déjà scindés en 2 groupes distincts. Cette découverte a bouleversé la communauté scientifique. Un des 2 types de fossiles d'hominidés exhumés ici a été appelé Homo ergaster. Il mesurait environ 1,70 m, soit 30 cm de plus que ses prédécesseurs. Il était relativement mince et les chercheurs pensent que son corps était recouvert de poils clairsemés. L'autre espèce a été nommée Paranthropus robustus. Les crânes des paranthropes présentent une caractéristique unique, une crête sagittale proéminente. Elle fournissait un point d'attache solide pour les muscles de la face, ce qui signifie que ces muscles étaient bien développés des 2 côtés du crâne. Les paranthropes avaient sans doute un visage rond. Ils mesuraient environ 1,50 m et leur corps était plutôt râblé. Cette période a connu à la fois un refroidissement global et un assèchement. Au bout du compte, les forêts tropicales se sont réduites et sont remontées au nord, vers l'équateur. C'est à cette période que les australopithèques africains ont évolué vers de nouvelles formes. Les australopithèques peuvent être considérés comme les lointains ancêtres de ces 2 espèces. Si les paranthropes ressemblent si peu aux Homo ergaster, c'est parce qu'ils ont adopté une stratégie différente pour faire face à la raréfaction des ressources. Chacun a choisi un nouveau régime alimentaire pour remplacer les fruits.
Les chasseurs-cueilleurs qui vivent aujourd'hui encore en Afrique nous permettent de comprendre quelles ont été ces nouvelles sources d'alimentation. Nous sommes ici en Tanzanie, un pays d'Afrique de l'Est. Le climat est très sec dans cette région, assez proche de celui qui régnait il y a 2 millions d'années. De ce fait, le mode de vie des chasseurs-cueilleurs qui y habitent présente des analogies avec celui des premières espèces d'hominidés. Ces hommes font partie du peuple Hadza. Ils vivent en groupe composé de plusieurs familles. Celui-ci comprend 15 membres, appartenant à 3 familles distinctes. Ils ne disposent d'aucun confort moderne. Les Hadza vivent toujours dans des conditions primitives, sans contact avec la civilisation. Alors de quoi les Hadza se nourrissent-ils durant la saison sèche ? Ces femmes sont à la recherche de nourriture. Que peuvent-elles bien espérer trouver près de ces arbres morts? L'objet de leur quête se trouve sous la surface. Ce sont des racines d'arbres. Ces racines regorgent de nutriments. Ces racines sont comestibles. Même lorsque le climat est très sec, on peut trouver des racines toute l'année. Elles sont une nourriture essentielle pour nous. Pour les Hadza, ces racines constituent une ressource indispensable pendant les saisons sèches. C'est dans la terre que les musculeux paranthropes avaient trouvé une alimentation de substitution. Leurs fossiles portent la marque de ce changement de régime alimentaire. Lorsqu'on observe leurs molaires à la loupe, on distingue de petites rayures dans l'émail. Or, l'émail des dents des espèces d'hominidés qui les ont précédées est relativement lisse. Les scientifiques pensent que ces marques sont dues à la nature terreuse de leur alimentation. Selon le docteur Francis Thackeray, on peut encore trouver aujourd'hui des racines comme celles qu'ont dû manger les paranthropes il y a 2 millions d'années. Ce sont celles d'une plante nommée Hypoxis. En se servant d'un morceau d'os, il déterre ici cette racine. Les paranthropes utilisaient sans doute une technique similaire. Voilà cette racine, un bulbe très dur d'une quinzaine de centimètres de diamètre. Il est très clair que Robustus se nourrissait de végétaux souterrains, comme ses racines. Elles contiennent une grande quantité d'hydrates de carbone et sont très nutritives. Chez Robustus, en plus de la taille de ses molaires, on constate la présence de puissants muscles temporaux qui se prolongent jusqu'à la mâchoire inférieure. Il est probable qu'il s'agisse d'une adaptation à cette nourriture dure et fibreuse. Le choix des racines était excellent sur le plan stratégique, puisqu'elles étaient disponibles toute l'année, même dans un environnement très sec. D'autre part, comme aucune autre espèce ne consommait les racines qu'avaient choisies les paranthropes, ils pouvaient compter sur cette source d'approvisionnement même durant les disettes. Le mince Homo ergaster avait lui adopté une toute autre stratégie. C'est encore le mode de vie des Hadza qui nous permet d'imaginer quelle nourriture alternative il avait choisie. Ce groupe d'hommes qui parcourt la forêt examine soigneusement ce que cache chaque pierre et chaque buisson.
que cherche-t-il? Un des garçons a trouvé une carcasse d'animal derrière un rocher. Il s'agit d'une partie d'une proie abandonnée par un léopard ou une hyène. Ces restes constituent une part importante de l'alimentation des Hadza. Les lions, léopards et autres carnivores apprécient surtout les morceaux les plus tendres. Ils laissent donc une quantité non négligeable de viande sur les carcasses de leurs victimes. Et même lorsqu'il ne reste plus rien, les Hadza peuvent récupérer une moelle très nourrissante à l'intérieur de ces os. Nous récupérons souvent les prises des hyènes et des léopards. Si on trouve où ils ont caché leur proie, il est facile de s'en emparer. C'est beaucoup plus simple que de les chasser. Le docteur Henry Bunn de l'Université du Wisconsin étudie le mode de vie des tribus Hadza pour tenter de comprendre comment les hommes sont devenus carnivores. Il a examiné des ossements d'animaux dont les Hadza avaient fait leur repas. On peut voir à la surface de ces os de petites entailles qu'ils ont faites en grattant la viande qui y était attachée. On trouve des marques identiques sur des ossements animaux vieux de 2 millions d'années. Pour le docteur Bunn, ces marques sont la preuve que les hominidés de cette époque mangeaient déjà de la viande. Il y a 2,5 millions d'années, il y avait de la nourriture. Une nourriture hautement énergétique, et ils en avaient bien besoin. À ce moment-là, il a fallu inventer le moyen de la récupérer sur les carcasses et sur des os. Tout simplement parce que les hominidés n'avaient ni les ressources physiques, ni les capacités intellectuelles qui leur auraient permis de se comporter en grands carnivores. Car la viande était une ressource très disputée. Mais les restes des repas des carnivores ne fournissaient pas un approvisionnement régulier. Homo ergaster devait parcourir de grandes distances chaque jour pour les découvrir. C'est sans doute à ces longues marches que s'était adaptée sa silhouette élancée. Les paranthropes se nourrissaient de racines et Homo ergaster de viande. Derrière l'émergence de ces deux types différents d'hominidés, il y a un même instinct à l'œuvre. Celui qui pousse à se multiplier et à trouver des solutions pour échapper à l'extinction. Les recherches effectuées depuis cette découverte ont montré que tout au long de l'histoire des hommes, des groupes distincts se sont côtoyés. Sur une période de 7 millions d'années, 20 espèces différentes ont composé la famille des hominidés primitifs. Mais toutes se sont éteintes, sauf une. Les paranthropes ont prospéré pendant près d'1 million d'années grâce aux racines dont ils avaient fait leur régime alimentaire. Et puis, ils ont brutalement disparu. Les scientifiques n'ont toujours pas identifié la cause de cette disparition. Le sort des paranthropes nous montre à quel point les premiers hommes ont toujours été sous la menace d'une soudaine extinction. Les humains, comme toutes les autres formes de vie, n'ont pas échappé au cycle classique d'expansion puis de disparition. Le groupe des Homo ergaster qui avait survécu allait bientôt franchir une étape essentielle de son évolution. Et c'est un phénomène géologique spécifique à l'Afrique qui allait susciter ce changement. Cette gigantesque faille de 100 km de large qui sépare en deux l'Afrique de l'Est, c'est la célèbre vallée du Grand Rift.
Elle se prolonge sur près de 6000 km, soit presque la longueur du continent. C'est une force venue du cœur de la planète qui a engendré ce phénomène. La Terre est en fait une boule de feu dont le manteau atteint des températures de plusieurs milliers de degrés. Elle n'est enveloppée que d'une fine couche de croûte terrestre. Le plus puissant courant ascendant qui anime le manteau se trouve à l'aplomb du continent africain. Ce graphique nous montre les plus récentes évaluations des températures à l'intérieur de la Terre. On constate une extraordinaire poussée de très haute température qui remonte en direction de l'Afrique. Ce panache est venu soulever le continent avec une force telle que la croûte terrestre s'est fendue. C'est ainsi qu'est née la vallée du Grand Rift. Le Grand Rift a divisé l'immense étendue de la savane en une série d'écosystèmes différents, entraînant ainsi l'évolution de toutes sortes d'animaux dans des directions diverses. Selon le docteur Elizabeth Vrba de l'université de Yale, les changements environnementaux qu'a entraîné la naissance du Grand Rift ont fait évoluer les espèces animales et c'est ce qui a ensuite poussé Homo ergaster à franchir une nouvelle étape. L'extension de la savane a provoqué la disparition de nombreux animaux qui trouvaient leur nourriture dans les arbres. Mais près de 45 nouvelles espèces d'herbivores ont alors vu le jour. Les carnivores, pour qui ces animaux représentaient autant de proies potentielles, se sont développés en conséquence. On pense aujourd'hui que la présence de ces carnivores a eu un rôle déterminant sur l'évolution des hominidés. Nous avons la certitude qu'à cette époque où la Terre se refroidissait, les écosystèmes africains sont devenus plus dégagés et plus sensibles aux saisons, et que différentes espèces d'hominidés ont vu le jour. De nombreuses nouvelles espèces de carnivores sont aussi apparues. Il y avait bien plus de carnivores autour de nos malheureux ancêtres qu'il y en a de nos jours. Notre ancêtre, Homo ergaster, avait choisi de se nourrir de viande, et il lui fallait désormais se confronter à un monde où la loi du plus fort était la règle. Cette option l'obligeait à mettre fréquemment sa vie en danger. Le tigre à dents de sabre était un des animaux qui dominait cette période. Les hominidés étaient sans doute une de ses proies favorites. On a retrouvé l'empreinte de ces crocs dans un crâne humain de cette période. Cela nous donne une idée de la vulnérabilité de ces premiers hommes que les carnivores considéraient comme un gibier. Mais c'est aussi cette prise de risque indissociable de la recherche de viande qui a permis à Homo ergaster de franchir une étape cruciale de son évolution. Il s'agit de l'acquisition d'un cerveau volumineux. Pour une raison inconnue, seuls les cerveaux des espèces d'hominidés qui se nourrissaient de viande ont connu cette croissance. Les premiers australopithèques disposaient d'une boîte crânienne d'environ 500 ml, assez proche de celle des chimpanzés. On estime que le cerveau des premiers Homo ergaster carnivores atteignait 900 ml, soit près du double. Celui de ces paranthropes végétariens qui ont disparu avait conservé un volume de 500 ml. On ne sait pas encore précisément pourquoi le cerveau de certains hominidés s'est ainsi développé. Mais il est à peu près certain que la consommation de viande a favorisé cette croissance. Notre cerveau est l'organe de notre corps qui consomme le plus d'énergie. On pense que la haute teneur calorique de la viande était plus à même de fournir cette énergie.
Pour pouvoir accéder à cette viande, les hominidés durent faire appel aux nouvelles ressources de leur esprit, et ils inventèrent la chasse. Pour survivre, ils devaient se servir de leur cerveau, ce qui entraîna un accroissement supplémentaire de son volume. La consommation de viande et la croissance du cerveau vont de pair. L'une permet l'autre. Si certaines lignées d'hominidés n'avaient pas opté pour un régime carné, l'exemple des Robustus nous donne une idée de là où ça nous aurait mené. Ils ont disparu il y a 5 millions d'années. Donc dans un sens très concret, on peut dire que c'est la viande qui a fait de nous des hommes. Toute une série de nouvelles espèces d'hominidés continua d'apparaître en Afrique. Et chaque fois, leur cerveau était un peu plus gros. Celui d'Homo erectus, qui suivit Homo ergaster, dépassait 1000 millilitres. Homo erectus sortit d'Afrique et se répandit en Asie. Ses descendants engendrèrent l'homme de Java, en atteignant ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, puis l'homme de Pékin, lorsqu'ils arrivèrent en Chine. Il y a environ 200 000 ans, Homo sapiens finit par apparaître. Le volume de son cerveau avait atteint 1400 millilitres. Nous, les Homo sapiens, avions acquis un cerveau d'une taille inégalée. Mais la taille de ce cerveau n'est pas la seule raison pour laquelle Homo sapiens a connu un tel succès. Une autre espèce humaine a disposé d'un cerveau aussi gros que le nôtre. Les hommes de Néandertal, qui sont apparus il y a 300 000 ans. Le volume de leur cerveau était aussi de 1400 millilitres. Ils avaient à peu près la même taille qu'Homo sapiens et une morphologie un peu plus robuste. Les hommes de Néandertal ont migré vers l'Europe au beau milieu de l'ère glaciaire et ils se sont adaptés au froid. Ces chasseurs de l'âge de glace ont coexisté avec Homo sapiens pendant très longtemps. Néandertal et Homo sapiens avaient beaucoup de traits communs. Il n'est d'ailleurs pas très difficile de donner à un sapiens d'aujourd'hui l'aspect d'un homme de Néandertal. Le front est plus proéminent et le nez large et épaté. Ce nez volumineux réchauffait l'air glacé de cette époque lors de l'inhalation. Certains chercheurs affirment qu'il devait avoir la peau claire pour absorber plus facilement la lumière solaire. Ils avaient un corps robuste et musculeux. Un scientifique a dit un jour que si un homme de Néandertal se promenait aujourd'hui dans la rue, il ne provoquerait aucune réaction particulière. Plus nous en apprenons sur Néandertal, et plus les chercheurs ont du mal à identifier quelle différence fondamentale le sépare de Sapiens, surtout en ce qui concerne les aptitudes de base à la survie. Les fouilles des sites où ils vivaient nous montrent à quel point ces deux groupes d'humains présentaient de nombreuses similitudes. Nous sommes ici en Périgord, dans le sud-ouest de la France. La région abrite de nombreux sites de Néandertal.
Celui du Ré-Gourdou a été découvert par hasard par le propriétaire du lieu alors qu'il effectuait des travaux dans son jardin. Ces vestiges sont ceux d'une implantation d'hommes de Néandertal qui vivaient ici il y a 70 000 ans, au plus fort de leur développement. Le docteur Jean-Michel Geneste, qui a dirigé ces fouilles, a été impressionné par la qualité des outils de pierre que fabriquaient ces hommes. Les données que nous avons sur l'outillage de l'homme de Néandertal montrent qu'il y avait à la fois des outils qui étaient très spécialisés et qui ne servaient qu'à racler la peau, et qu'à côté de cela, ils avaient des outils un petit peu à tout faire, selon les moments, et qui servaient à couper les tendons, à faire de la boucherie, aussi à racler les peaux, et pourquoi pas aussi à tailler un bâton pour faire un épieu. Donc il avait une gamme d'outils très adaptée à ses besoins. L'homme de Néandertal était un grand prédateur et un grand chasseur. Il était nomade et se déplaçait dans les territoires. Et la raison pour laquelle il se déplaçait, c'était essentiellement parce qu'il était à la quête de gibier. Les hommes de Néandertal s'attaquaient à des animaux imposants comme les bisons. Et ils sont rapidement devenus les maîtres de cet âge de glace. On trouve des traces de leur implantation partout en Europe. Et à son apogée, leur population atteignait un demi-million d'individus. Selon le docteur Geneste, les hommes de Néandertal avaient un autre point commun avec les Homo sapiens. Ils enterraient leurs morts. Ces ossements ont été découverts sur le site du Ré-Gourdou. L'ensemble du squelette était parfaitement en place. On pense que c'est la preuve que les hommes de Néandertal donnaient une sépulture à leurs défunts. Néandertal et Sapiens présentaient donc de nombreuses similitudes. Alors pourquoi les uns ont-ils disparu tandis que les autres prospéraient ? Une hypothèse a été formulée pour expliquer la disparition de Néandertal. On la doit au docteur Jeffrey Leitman de l'école de médecine du Mont-Sinaï aux États-Unis. Il a comparé les crânes de ces deux espèces et a remarqué une petite différence dans leur forme. Cette différence concerne la base du crâne. Chez Néandertal, la partie centrale de cette base est plate. Et chez Sapiens, elle est très en creux. Ce qui signifie que la position de la partie supérieure de leur gorge était différente. Quelles conséquences pouvait avoir ce phénomène ? Ce sont les chimpanzés et d'autres primates qui ont fourni la réponse. Le docteur Leitman a étudié la base du crâne de différents primates actuels et il a découvert que chez eux aussi, la partie centrale de la base était plate. Chez tous ces primates, le larynx se trouvait de ce fait dans une position plus haute que chez nous. De ces observations, il a déduit que le larynx des hommes de Néandertal devait être, comme celui des autres primates, en position élevée. Chez les Homo sapiens, il se trouve par contre nettement plus bas. La base de leur crâne est plate, ce qui nous apprend que leur larynx devait être placé beaucoup plus haut et donc que l'ensemble de l'appareil vocal était très différent de ce qu'on observe chez les hommes de notre époque. Ce qui veut dire que Néandertal ne pouvait en aucun cas parler comme nous le faisons aujourd'hui. Lorsque le larynx est en position haute, les cordes vocales sont plus près de la bouche. Or, lorsque nous parlons, c'est dans cet espace que résonne notre voix. Si la distance est trop courte, la voix ne résonne pas correctement et la palette de sons que l'on peut produire est beaucoup plus limitée. La tonalité générale
devaient être très différentes. Selon certains linguistes, ils ne devaient pas avoir accès à certains types de voyelles. Les sons OU, A, I que l'on trouve dans route, papa, rire. Il est très improbable que Néandertal ait pu les prononcer, et certainement pas à la vitesse à laquelle nous le faisons. La spécificité de notre espèce, c'est cette aptitude au discours articulé. C'est ce qui nous différencie de tous les autres animaux, et c'est aussi ce qui nous différencie de Néandertal. Des études génétiques du cerveau sont venues confirmer ce que nous apprenait la structure de l'appareil vocal. Elles ont révélé que seul Homo sapiens disposait de capacités linguistiques développées. Lorsque nous parlons, une région de notre cerveau entre en activité. C'est la zone de Broca, située dans le lobe temporal. On sait aujourd'hui que cette zone n'est particulièrement développée que chez l'espèce humaine douée d'une grande maîtrise du langage. Nous sommes au centre de la fondation Wellcome au Royaume-Uni. On a fait ici une découverte qui éclaire d'un jour nouveau l'évolution linguistique. Les docteurs Simon Fisher et Cecilia Lai ont identifié un gène impliqué dans le fonctionnement de la zone de Broca. Il s'agit d'un gène nommé FOXP2, situé sur le chromosome numéro 7 des humains. Ils ont cherché à quel moment ce gène avait évolué pour atteindre sa forme actuelle. Et ils sont parvenus à établir que cela s'est passé il y a moins de 200 000 ans. Ce qui signifie que FOXP2 a muté après l'apparition d'Homo sapiens et qu'il a alors amélioré les fonctions cérébrales qui lui permettaient l'usage d'un langage complexe. Or, Homo sapiens est le seul à posséder ce type de gène. On imagine aisément qu'au moment où la communication vocale prenait de plus en plus d'importance au sein des populations humaines, cette petite modification d'un gène contrôlant une fonction motrice a pu représenter un avantage important et qu'elle s'est donc très rapidement diffusée chez les hommes. Ayant acquis le langage, les Homo sapiens en firent bon usage. Les chasseurs de la tribu des Hadza coordonnent très précisément leurs actions grâce au langage, ce qui donne toute son efficacité à leur chasse. Et lorsque la chasse est terminée, le langage joue peut-être un rôle plus important encore. Ces hommes discutent de leur journée de chasse. Les adultes évoquent ce qu'ils ont pu ou n'ont pas pu réussir et quelles améliorations ils pourraient apporter. Les enfants écoutent ces conversations et assimilent ainsi les techniques de leurs aînés. Les mots nous permettent de communiquer notre expérience aux membres de notre communauté ainsi qu'à nos enfants. L'acquisition du langage a ainsi autorisé la transmission des connaissances individuelles de génération en génération. Homo sapiens avait acquis un langage complexe, alors que Néandertal ne pouvait en maîtriser les subtilités. Survint alors un événement qui allait entraîner un sort différent pour ces deux espèces. Il y a 40 000 ans, l'Europe subit la dernière baisse de température de cet âge de glace qui durait déjà depuis 2 millions d'années. Le froid s'intensifia. Et dans l'hémisphère nord, les glaciers recouvrirent progressivement tout le nord de l'Europe. Pour survivre dans un monde si inhospitalier, la communication par le langage allait s'avérer un atout déterminant pour Homo sapiens. Les animaux des régions froides se mirent à migrer en grands troupeaux au rythme des saisons. Grâce au langage, les Homo sapiens pouvaient échanger des informations sur le moment et la destination de ces grandes migrations, et ainsi organiser leur chasse. Les mots leur donnaient le pouvoir de prédire ce qui allait se passer.
Cet os d'animal a été découvert sur un site occupé par les Homo sapiens il y a 35 000 ans. À sa surface, on peut voir des marques régulières. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'un calendrier qui permettait de repérer le moment où les animaux arriveraient et pourraient être chassés. C'est la preuve indiscutable qu'Homo sapiens avait acquis la faculté d'envisager l'avenir. Homo sapiens s'était engagé dans une voie de l'évolution qu'aucune autre forme de vie n'avait empruntée jusqu'alors. On trouve sur les sites de cette époque d'extraordinaires peintures rupestres. De magnifiques représentations animales recouvrent les murs des grottes. Selon certains chercheurs, elles dépeignent les chasses d'Homo sapiens. Homo sapiens n'avait pas seulement acquis le langage, il avait aussi commencé à transmettre ses connaissances sous différentes formes aux générations suivantes. Et ce savoir s'est transmis au travers du temps jusqu'à nous, les humains de l'époque moderne. Pour le docteur Ian Tattersall du Muséum américain d'histoire naturelle, c'est l'acquisition d'un langage sophistiqué qui a permis le développement de processus cognitifs complexes, comme de prévoir l'avenir ou de chercher à comprendre le monde d'une façon radicalement nouvelle. Le langage est aujourd'hui indissociable des processus intellectuels symboliques qui nous permettent d'appréhender le monde et de nous poser des questions du type « et si ?» Nous avons la faculté de poser ce genre de questions et ainsi d'expérimenter de nouvelles manières d'aborder le monde pour en tirer parti de façon plus efficace. Et je pense que c'est ce qui a fait d'Homo sapiens un champion incontesté dès son apparition, et que c'est aussi ce qui a causé l'échec ultime de Néandertal. Il y a 30 000 ans, la maîtrise du langage allait différencier de manière spectaculaire le sort de ces deux espèces, Homo sapiens et Néandertal. Son aptitude à une communication verbale complexe a permis à Homo sapiens d'améliorer considérablement ses chances de trouver de la nourriture. Ce qui, pour les hommes de Néandertal, devait rester à jamais un rêve inaccessible. Dans le sud-ouest de la France, on a découvert un site qui témoigne des derniers stades de leur existence. Il se trouve dans le village de Saint-Césaire. Juste au-dessus des derniers restes de Néandertal, on a retrouvé des ossements d'Homo sapiens. Ce qui montre que les hommes de Néandertal ont été chassés de leur habitat par les Homo sapiens déjà en plein essor. Puis, il y a 30 000 ans, Néandertal s'est éteint. Homo sapiens était la seule espèce humaine qui restait sur Terre. En chemin, 19 autres espèces, dont Néandertal, s'étaient éteintes. À partir de ce moment, Sapiens allait connaître une croissance exponentielle. Nous sommes ici à l'université d'Oxford, au Royaume-Uni. Le docteur Richard Dawkins étudie l'évolution biologique sous l'angle de la génétique. Il pense que le langage est devenu un nouveau moteur de l'évolution des hommes. Je trouve fascinant de penser que le langage a pris le relais de la génétique. L'évolution génétique a été déterminante au cours des 4 premiers milliards d'années de l'histoire de la vie,
Et puis soudain, cette évolution a donné naissance à des êtres dotés de cerveaux volumineux, qui ont développé une sorte de seconde génétique, le langage et la transmission de l'information linguistique au travers des générations. Cela a entraîné un second type d'évolution, que l'on appelle évolution culturelle. Elle ressemble de manière superficielle à l'évolution génétique, mais elle est beaucoup plus rapide. C'est au terme d'un long chemin évolutif qu'est apparu Homo sapiens. Cette lente évolution s'est développée sur une planète en proie aux cataclysmes les plus violents. Il y a 4 milliards d'années, l'impact d'un gigantesque astéroïde a asséché l'océan qui avait vu naître la vie. Il y a 600 millions d'années, la Terre entière s'est trouvée gelée comme une immense boule de neige. Les êtres vivants n'étaient alors que de minuscules microbes. Après cette catastrophe, ils sont devenus multicellulaires et ont atteint une taille macroscopique. Il y a 400 millions d'années, les mouvements tectoniques ont détruit les mers coralliennes. Nos ancêtres d'alors y ont perdu leur habitat et sont sortis de l'élément liquide pour conquérir les terres. Ils se sont alors équipés de mains et de pieds. Il y a 250 millions d'années, une extraordinaire éruption volcanique en Sibérie a entraîné le premier grand épisode d'extinction massive. Nos ancêtres ont survécu et ont commencé à développer leurs petits dans les ventres maternels. Il y a 33 millions d'années, pour survivre à la raréfaction des ressources, leurs yeux se sont développés d'une manière spectaculaire. Enfin, il y a 7 millions d'années, les hominidés ont fait leur apparition. Nous, Homo sapiens, qui vivons aujourd'hui sur cette terre, sommes apparus au terme de ce long processus d'évolution de la vie. L'ultime acquisition des hommes fut le langage. Doué de parole, Homo sapiens s'est répandu sur toute la surface de la Terre. Il y a environ 10 000 ans, la dernière glaciation s'est achevée et le climat s'est adouci. Dans ce contexte désormais favorable, Homo sapiens s'est épanoui. Il a inventé l'agriculture, créé des sociétés, développé des civilisations. Il s'est multiplié comme personne ne l'avait fait avant lui. La population mondiale avoisine à présent 6,3 milliards d'individus. Nous avons développé des sciences et acquis un pouvoir tel qu'il influe aujourd'hui sur l'ensemble de la planète. L'environnement planétaire subit actuellement des bouleversements dus au réchauffement global qu'ont provoqué les activités humaines. Depuis la révolution industrielle, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente au rythme de 5 parties par million chaque année, soit 300 fois plus vite que lors du grand épisode d'extinction massive qui a entraîné la disparition de 95% de la vie sur Terre. Les volcans avaient alors dû rejeter leur gaz durant plus d'1 million d'années pour aboutir à un tel réchauffement. Les humains sont aujourd'hui en train de modifier les équilibres de leur planète à un rythme qu'elle n'a jamais connu. Au terme d'une spectaculaire évolution, notre civilisation a atteint le point où notre propre existence pourrait être mise en danger. Le docteur Noam Chomsky
a consacré sa vie à l'étude de ce qu'est le langage et de ce qu'être humain signifie. Il considère que les mots nous donnent le pouvoir de bâtir un monde meilleur. C'est aussi porteur d'optimisme, car nous avons le pouvoir de dépasser cette épreuve. Mais ça n'arrivera pas comme par magie. Il faudra des efforts, de l'énergie, de l'empathie, un engagement fort pour déborder les structures institutionnelles, ces structures qui tentent à promouvoir nos penchants les plus sauvages et les plus destructeurs. Il nous faudra inventer une manière d'échanger ces institutions contre d'autres, qui permettront aux aspects plus bénéfiques de notre nature de s'exprimer. Aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. L'histoire de la vie a commencé par l'apparition d'un micro-organisme primordial. Elle s'est ensuite développée en une incroyable variété de formes. Certaines ont disparu en un instant. D'autres ont prospéré pendant des dizaines de millions d'années. De combien de temps disposent encore les humains? La durée de vie de la planète est estimée à une dizaine de milliards d'années. Et la Terre existe depuis 4,6 milliards d'années. Devant nous s'ouvrent encore une infinité de chemins possibles. De leur choix dépendra notre avenir.